Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans iWeek. On est mardi soir, vous êtes bien sûr sur Watch TV. Watch TV, la chaîne de tous les écrans. Nous sommes en direct pendant 1 heure. iWeek, c'est toute l'actu Apple en live. On est en direct et donc vous pouvez interagir avec nos invités par Twitter avec le hashtag qui est en bas de votre écran à droite, iWeek TV. Envoyez-nous vos questions, vos messages, vos remarques. Vous allez le voir aujourd'hui, l'actu est assez diversifiée avec même de l'opéra. Ce sera dans un instant et je vous présente du coup tout de suite nos invités. Ils sont 3. Alors je vais commencer par le plus surprenant d'entre eux, sans doute. Vous le voyez en haut à gauche de votre écran. Vous ne connaissez sans doute pas son visage. Bonsoir Roland Auzet, on va faire durer un peu le suspense. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas développeur. Non, c'est vrai. Vous n'êtes pas informaticien non plus. Non plus, quoique. Ah, un petit peu le week-end. Non, c'est-à-dire que je fais un métier qui a à voir avec l'idée du développement et de l'informatique. Ouais. Mais je ne développe pas de logiciel, en effet. Alors, vous êtes metteur en scène et demain soir, vous serez dans une salle de la grande agglomération lyonnaise à Oulin. Oui. C'est ça, hein, pour un opéra qui mêle Henri V et Steve Jobs. Est-ce que en 30 secondes, en guise d'apéritif, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? C'est l'histoire de... D'abord, c'est un opéra. C'est l'histoire d'une fiction imaginée avec l'auteur Fabrice Melchior des 3 derniers jours imaginés de la vie de Steve Jobs et d'une sorte de voyage qu'il fait pour aller installer son système de mémoire virtuelle qu'on appelle toutes et tous The Cloud à Hawaï. Et au cours de ce voyage, il est accompagné évidemment d'une cohorte de personnes qui sont ses employés, les gens de sa firme, d'un ex-employé d'Apple qu'il a viré quelques mois auparavant, et puis de cette présence qui est sa maladie, voilà, parce qu'elle est là, et c'est ce qui va l'emmener à la fin de sa vie. Voilà. Voilà, alors on va évidemment reparler dans quelques minutes avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous, parce que à quelques heures d'une première, je crois que la générale était hier, c'est ça, hein? Absolument, donc c'est vraiment à quelques heures de la première, comme vous dites, oui. Voilà, donc ça commence demain soir au Théâtre de la Renaissance à Oulin, et oui, vous faites 4 jours de représentation, c'est ça, hein? C'est cela, donc c'est à 20h, c'est donc vendredi, samedi, lundi et mardi prochain. Voilà, donc on en reparle dans quelques minutes avec vous. D'ailleurs, vous êtes le bienvenu, Roland, pour intervenir sur les sujets alors qui sont plus proprement liés, plus directement liés à Apple, hein, ceux qu'on va aborder de manière un peu plus habituelle avec nos 2 autres invités, alors que je vous présente pour le coup Roland. Le premier d'entre eux, l'homme à la barbe, hein, c'est comme ça qu'on le reconnaît, c'est Gilles Dounès, le directeur de la rédaction de MacPlus.net. Ça, c'était le logo Watch. Salut Gilles, comment ça va? Bonsoir Benjamin, ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, très 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 heureux de te retrouver pour cette émission un peu particulière, mais c'est aussi l'esprit de Watch TV. On élargit au domaine de la culture au sens large, au-delà de la high-tech. Donc très heureux pour une fois d'avoir un sujet lié à l'opéra dans cette émission. Et puis alors, la jeune génération de journalistes est représentée aussi ce soir avec Grégoire Martinez. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Benjamin. Alors Grégoire, est-ce que tu peux nous rappeler un peu qui tu es, puisque tu fais? Alors donc moi je suis rédacteur en chef d'un site internet dédié à l'actualité des nouvelles technologies, des jeux vidéo et des startups qui s'appelle l'actutechno.com. Et puis je travaille également pour d'autres médias, donc on peut par exemple citer Biggeek, toujours sur les mêmes sujets liées aux nouvelles technologies, et puis je suis un peu plus particulièrement l'actualité d'Apple, puisque c'est là-dedans que j'ai commencé dans le journalisme, on va dire. Ouais. Voilà.
Voilà, donc les présentations sont faites. On va directement entrer dans le vif du sujet de l'actu Apple avec une vidéo. D'ailleurs, c'est toi, Grégoire, qui m'a suggéré d'aller y jeter un œil. Une vidéo de l'iPhone 6. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, alors qu'on va la voir, ce qu'elle présente? C'est un concept réalisé, donc c'est pas des images officielles d'Apple bien entendu, c'est un concept de ce que pourrait être l'iPhone 6 qui s'appelle ici iPhone Air. Donc un iPhone qui aurait un écran plus grand, un écran de 4,7 pouces, borderless, donc avec des bords autour de l'écran largement affinés, afin de pas trop prendre de place, afin de pas trop augmenter la taille du téléphone. On aurait également un capteur photo de 10 mégapixels, si je me souviens bien. Et alors la seule chose qu'on peut peut-être regretter sur ce concept, c'est le design de cet iPhone qui, si l'écran est plus grand, reste toujours assez proche de celui qu'on connaît aujourd'hui sur l'iPhone 5. Donc c'est pas embêtant, mais c'est un peu décevant, on va dire. Ouais, alors Grégoire, quand même, là tu commentes ces images, mais il faut quand même préciser qu'elles sont pas du tout, elles viennent pas du tout de chez Apple. Hein. C'est uniquement un... Oui, non, bien sûr, c'est un concept, oui. C'est un concept fait par... si tu avais les mêmes compétences en images de synthèse, tu aurais pu faire le même film à peu de choses près. Oui, c'est ça. C'est réalisé sur des logiciels de montage vidéo. Maintenant, c'est vrai que en général, on arrive quand même toujours avec... Enfin, là, c'est un concept qui reprend les caractéristiques qu'on a eues dans les rumeurs récemment. Donc, on a l'écran plus grand, le capteur photo qui devient meilleur, des choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le design de l'iPhone 5S, de l'iPhone 6, à part quelques photos qu'on fuitait, mais après, on nous a dit que c'était des fausses photos et que c'était que des rendus, on a très peu d'informations sur le design de ce nouveau téléphone. Roland, vous découvrez sans doute ces images. Vous avez quel modèle d'iPhone, si c'est pas indiscret? J'ai un iPhone 4, donc je suis absolument pas du tout dernière génération. Donc je découvre ça avec beaucoup de curiosité, beaucoup de malice, de voir d'essayer de comprendre comment vous mettez en scène le futur. C'est ça qui est drôle. Ah, voilà une première bonne question à portée presque philosophique. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'iPhone, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, qui intéresse beaucoup les gens. Et donc, ceux qui réalisent ça savent forcément que leur vidéo trouvera le public qu'ils espèrent. Parce que l'iPhone et Apple, c'est quelque chose qui fait rêver. Même si certains diront que c'est plus que c'était, ça fait toujours rêver. Oui, on est même au-delà de l'opéra ou du théâtre, on est dans quelque chose de la projection presque du cinéma, mais de la projection de l'intérieur. On y voit ce qu'on voudrait y voir en fait. Ouais. Ça vous fascine, Roland Ozès, cette anticipation de l'avenir, cette impatience qu'a la communauté Apple? Oui, déjà je trouve que l'effet communauté, je ressens ça de manière très puissante, parce que dans le milieu artistique, il y a cette idée de la communauté toujours, que ce soit autour des disciplines, que ce soit autour de certains auteurs, que ce soit autour de certaines pratiques ou disciplines justement. Et je suis toujours très, très heureux quand je vois finalement des personnes qui s'unissent sur simplement... essayer de se projeter dans le futur à travers une machine de communication. Et c'est une petite machine. Ce qu'on voit là dans le petit film, c'est que c'est une petite machine qui se tourne, on met un petit bouton, puis chacun se projette dedans et se dit « Ah ouais, ce serait super, ce serait ma petite usine, ma petite église ultra légère qui serait qu'à moi, et puis je pourrais être à l'intérieur et créer mon monde. » Donc c'est assez touchant, assez sensuel même. En fait, je trouve que la présentation, le fait de se tourner, le fait de pouvoir s'ouvrir, se fermer, mettre les petits boutons, je trouve ça fait avec beaucoup de sensualité. Et au fond, ça représente bien le monde qui est Apple. Il n'y a pas d'angle, tout est vraiment très lisse, très rond. On ne peut pas se blesser. Voilà, il y a une chose qui est très basée sur l'idée de la sensualité. Ouais. C'est indiscret de vous demander ce qui fait que vous n'êtes pas encore passé à la nouvelle génération d'iPhone? C'est un sens pratique. Je ne suis pas geek du tout, je ne suis pas super
super dernière génération pour tous les appareils. Je suis résolument Apple depuis longtemps pour plein de bonnes raisons, que sont la philosophie des machines, la philosophie des logiciels, la philosophie du traitement du signal sonore, parce que à cet opéra, j'ai écrit la musique et que je suis avant tout aussi compositeur. Donc, du coup, j'utilise beaucoup Macintosh parce que j'ai été formé au cursus de composition et d'informatique musicale à l'IRCAM à Paris. Oui, bien sûr. Et que c'est avant tout un laboratoire de recherche qui travaille avec les outils Apple. Donc voilà, après, je n'ai pas le désir absolu d'avoir le dernier iPhone. Voilà. Qu'est-ce qui vous justement, quelle est l'évolution qui vous ferait craquer là, on a vu finalement un iPhone, potentiellement iPhone 6, très proche de l'iPhone 5. Il y a rien finalement qui vous ferait plus envie que dans l'iPhone 5 avec cet appareil? Non, alors je suis fasciné par le fait qu'il soit très fin comme ça, par la miniature. Je suis fasciné par ce que peut contenir une si petite machine. C'est quand même assez étonnant, une si petite machine avec autant de possibilités. Ça me fascine. Voilà. Alors, cet iPhone 6, vous savez peut-être, Roland, qu'on parle de plusieurs versions, notamment de plusieurs tailles d'écran, avec une sorte un schéma comparatif des différentes tailles qui pourraient arriver et qu'on a trouvé sur le site japonais Makotara. Gilles, est-ce que tu peux nous résumer un peu les infos ou les rumeurs plutôt qui ont circulé ces dernières heures sur l'iPhone 6? Absolument pas. Il paraît qu'il y a des modèles de coque qui ont fuité. Je dois avouer que j'ai du mal à croire à la sortie sur 2 écrans. Ça voudrait dire que de taille d'écran différente, Apple a tiré les leçons du peu de différenciation qui avait été ressenti entre l'iPhone 5C et l'iPhone 5S, mais ça poserait de tels problèmes en termes d'échelle au niveau industriel pour les composants, et ça augmenterait de façon relativement importante le prix de revient de chaque modèle. Ça me paraît assez peu crédible. Oui. Voilà. Grégoire, voilà. Qu'est-ce que toi tu as retenu sur les dernières rumeurs qui concernent l'iPhone 6 ces dernières heures, ces derniers jours? Je pense que la chose qu'on attendait tous, mais qui date pas de ces dernières heures, c'est vraiment l'agrandissement de la taille d'écran. Moi aujourd'hui, je vais pas mentir, j'ai pas d'iPhone, j'ai un téléphone Android. Et entre autres à cause de la taille de l'écran, parce que il m'arrive de travailler avec mon téléphone et c'est vraiment important d'avoir un écran plus grand. Un écran de 4 pouces aujourd'hui, c'est pas suffisant. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui un écran plus grand sur l'iPhone, ça pourrait potentiellement me faire craquer pour l'iPhone. Maintenant c'est vrai qu'il y a aussi des choses du côté logiciel qui sont améliorées, mais là c'est pas le sujet. Alors, en l'occurrence, on parle de 2 autres tailles d'écran, hein, si j'ai bien compris, 4,7 et 5,7 pouces. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, hein, sur cette image donc, du site Makotara. Et puis, l'autre info qui a circulé ces dernières heures, elle concerne la matière dans laquelle cet iPhone 6 pourrait être commercialisé. Finalement, Apple tire à la fois les conclusions du relatif succès ou insuccès de l'iPhone 6C en le faisant évoluer. C'est ça l'idée, hein? 5C Pardon, 5C, tu as raison, j'ai une génération d'avance. Grégoire? Aujourd'hui, j'ai du mal à croire à... Peut-être qu'Apple serait capable de sortir deux iPhones de 2 tailles différentes, mais sortir 2 iPhones de 2 tailles différentes et en plus les sortir en couleur, je pense que d'un coup c'est beaucoup trop de logistique pour eux. Quand on voit qu'ils ont déjà du mal à gérer, qu'ils ont déjà eu du mal à gérer le lancement de l'iPhone 5C et le lancement de l'iPhone 5S avec 3 couleurs pour l'iPhone 5S, 5 couleurs je crois pour l'iPhone 5C, avec la même taille d'écran, je les vois mal gérer un lancement à 2 tailles d'écran avec des couleurs partout. Ouais. Alors il faut préciser que la rumeur sur le prochain iPhone, elle parle d'un dos en aluminium coloré, mais qui aurait la même forme en fait que le dos de l'iPhone 5C actuel. Hein. Sauf qu'au lieu d'être en plastique, il serait en aluminium. Hein.
Donc on referait en fait, on reprendrait le design de l'iPhone 5C, on ferait un iPhone 6 Premium, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. À peu près ça. Des courbes un peu plus de courbes, un peu plus doux que le métal actuel de la génération 5S et 4 et 4S. Ouais. Un petit peu ce qu'on retrouve, ce qu'on a vu avec le 3G, le 3GS, c'est bien ça. Roland, l'iPhone 4, moi ce que j'adorais, j'en avais un, je l'ai cassé malheureusement. Ce que j'adorais, c'était le côté tout en vert des deux côtés. Est-ce que vous avez un attachement un peu tactile à votre iPhone justement? C'est ce que j'étais en train de penser pendant que vous parliez de métal, d'aluminium, de plastique, de différents matériaux. C'est que oui, j'aime ce côté du verre, j'aime ce côté en fait du traitement de la matière en général. Mais finalement, c'est sur l'univers Apple dans sa globalité. Finalement, on lit moi je connais l'histoire, mais je suis peut-être moins spécialiste que les deux autres personnes. Mais au retour de Steve Jobs, les carcasses en plastique s'en vont. Les carcasses en brunes, là, vous savez, ce qu'on appelait les 3G à l'époque, etc. Et puis on retrouve des matériaux d'abord de couleur, mais aussi ensuite dans des textures, dans une organique, je pourrais après presque ce serait ça, un timbre des machines, et qui leur donne finalement plus qu'un look, mais qui leur donne un corps, comme si le corps de la machine avait ses formes, qui sont celles qu'on a décrites, c'est-à-dire rondes, sans angle, mais aussi une texture, comme une forme de peau, finalement, la matière. Et c'est ça qui est fascinant. Et du coup, ça, quand on a par exemple un MacBook Air ou pas, un iPhone et un iPad, il y a une logique de ce grain-là des matériaux. Et je trouve ça puissant aussi dans l'idée d'un design qui est cohérent et qui fonctionne très bien. Alors les infos entre les lignes, on aime bien aussi les mettre en évidence, et en tout cas de braquer un court coup de projecteur dessus. Si vous achetez un iPhone, en tout cas aux États-Unis, je ne sais pas si ça a changé en France depuis hier, mais vous aviez jusqu'à maintenant 30 jours pour le rapporter, changer d'avis et être remboursé. Eh bien, désormais, vous n'avez plus que 14 jours. C'est écrit en tout petit, mais c'est écrit, si on va sur le site d'Apple, c'est écrit exactement ici. Voilà, ça fait partie des petits détails auxquels il faut faire un peu attention, parce que c'est vrai que on a l'habitude depuis longtemps d'avoir un mois pour rapporter les produits Apple qu'on achète, en tout cas dans les Apple Store. Il y a peu de marques qui le font. Voilà, la politique d'Apple commence à réduire la voilure, n'est-ce pas les garçons? Ouais, mais enfin, je pense qu'il faut revenir un peu sur la raison de ces 30 jours. Au début, c'était 14 jours et la décision de passer à 30 jours a été annoncée par Steve Jobs au moment de l'Antenna Gate avec l'iPhone 4. Au moment de la crise de communication autour des soi-disant mauvaises qualités de réception de l'iPhone 4. C'est ça. Et si je dis pas de bêtises, c'était valable ces 30 jours que pour les iPhones et non pas pour les iPods, les iPads et les Mac. Donc au final, on a juste un alignement de la politique d'Apple qui revient à ce qu'elle était au départ, c'est-à-dire 14 jours pour tous ces produits, au lieu de 30 jours pour l'iPhone et 14 jours pour le reste. Ouais. Gilles ? Oui, c'était pour désamorcer des velléités d'action de groupe de la part des consommateurs américains. Tout à fait, oui. Oui, à l'époque, tu veux dire ? À l'époque, oui. À l'époque. Absolument. Alors on va passer à l'autre gros morceau en ce qui concerne l'iPhone. Je vous rappelle qu'après on va consacrer une bonne partie de l'émission à cet opéra donc, qui démarre demain à Oullins. Oullins, c'est où par rapport à Lyon d'ailleurs, Roland ? C'est juste au sud de Lyon. C'est quasiment maintenant un quartier de Lyon, puisque c'est sur la ligne B du métro. Oui. Et donc c'est juste après le stade de Gerland. C'est l'arrêt d'après, ça s'appelle Gare d'Oullins.
Et donc c'est à 7 ou 8 stations de la Part-Dieu, sur la ligne B. D'accord, voilà, donc on est... Donc c'est à Lyon, quoi. Voilà, c'est à Lyon, voilà, c'est à Lyon. Oulin, Lyon, même combat. On va parler de la mise à jour d'iOS, le logiciel système qui équipe l'iPhone, l'iPad et l'iPod Touch. iOS a gagné une décimale. La version 7.1 est sortie cette semaine. Est-ce que vous l'avez installé, Gilles et Grégoire? Alors oui, moi je l'ai installé sur l'iPad. Évidemment. Donc si vous étiez américain, vous feriez partie des quelques 5,9% du parc qui a déjà fait cette mise à jour. Premières impressions? C'est beaucoup mieux. Ah. D'autant plus que moi aussi j'ai un iPhone 4 et la vélocité, comment dire, la réponse du modèle est beaucoup plus importante. Il est beaucoup plus réactif, et puis les icônes sont c'est beaucoup plus clair. On gagne en clarté, en intuitivité. Oui. Est-ce qu'il y a des nouveautés majeures, ou ce n'est pour vous une liste de petits changements? Je pense que c'est ce que fait Apple depuis le début, avec l'iPhone, mais avec d'autres, depuis le retour de Steve Jobs, depuis John Rubinstein, où on commence, on a une deadline, on fait pour la respecter, on rentre au forceps éventuellement avec des trucs qui bavent dans tous les sens s'il faut, mais on sort le produit à la date prévue, et puis on corrige au fur et à mesure, d'autant que c'est du logiciel, donc il n'y a pas à se prendre la tête de leur point de vue, et tant pis si les utilisateurs galèrent un peu, faut que ça suive, et que l'intendance, enfin pas l'intendance, mais que les troupes suivent le tableau de marche qui a été fixé à Cupertino. Donc alors, on a avec cette 7.1 ce qu'on aurait dû avoir avec la 7.0. 7.0. Roland, est-ce que vous savez quelle est la version de iOS que vous avez sur votre iPhone? Je crois que c'est 7.2, je crois. Alors si c'est 7.2, vous êtes hyper en avance, parce que la 7.1 vient de sortir. Non, je dis n'importe quoi. Alors, vous voyez, je suis super pas... non, mais... J'essaie de regarder, vous savez quoi? Posez une autre question et parlez avec quelqu'un. D'accord. Pendant ce temps, j'essaie de regarder l'info sur mon iPhone. Alors pendant que vous regardez la version de votre OS sur votre iPhone, Roland, juste je voulais vous expliquer que les images que vous aviez sous les yeux vous montrent en fait des captures d'écran comparées de iOS 7 à gauche et iOS 7.1 à droite, et les développeurs, enfin en tout cas les développeurs qui ont souhaité répondre à un sondage votaient pour chacune des versions en fonction des différentes fonctions et de leurs évolutions. Vous voyez sur les chiffres qui sont à droite, avec cette encoche noire, qu'il y a un très très fort... la balance penche très fortement du côté d'iOS 7.1, puisque par exemple sur ces réglages qui concernent les photos et le flux de photos, il y a 26 000 voix pour iOS 7.1 contre seulement un peu plus de 1600 pour iOS 7, et tout est comme ça. Donc voilà, a priori les développeurs votent massivement pour iOS 7.1. Je peux vous répondre, c'est 7.0.6. Ah bah vous êtes très à jour. Alors. Vous avez sans doute juste la mise à jour 7.1 à faire. Bon, vous avez peut-être pas trop le temps d'ici demain soir, mais vous pourrez la faire après. Voilà, mais je vous promets pour la suite. D'accord. Grégoire, sur cette mise à jour, qu'est-ce qui t'a marqué? Je pense que sur l'iPad, il y a peut-être moins de nouveautés que sur l'iPhone encore, mais ils ont fait quelques modifications d'interface, d'ergonomie sur l'iPhone, entre autres. L'écran, quand on est en appel, a été légèrement modifié. Mais ce qui a été fait surtout, je pense, c'est un travail d'optimisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit sur l'iPhone 4 que ça change du tout au tout, c'est-à-dire que quand les possesseurs d'iPhone 4 ont installé iOS 7.0, ils se sont retrouvés avec une machine qui n'avançait pas. Et aujourd'hui, en passant à iOS 7.1, c'est un peu, si on peut se permettre, une renaissance pour leur machine. Ouais. Donc, voilà, il n'y a pas tant de nouveautés au niveau interface, mais il y en a beaucoup à l'intérieur. D'accord.
Alors, on parle déjà de la prochaine mise à jour majeure du système. Ce sera iOS 8 sans doute arrivée prévue, en tout cas première démonstration au début de l'été à la conférence des développeurs Apple. iOS 8, et on a déjà une première piste avec une appli de streaming musical qui serait une appli autonome. On parle d'iTunes Radio sous forme d'application dédiée pour venir concurrencer des applis qui sont très implantées, notamment aux États-Unis. Je pense à Pandora, je pense aussi à Spotify évidemment, qui désormais est quatrième derrière iTunes. Là, il y a une place à prendre pour Apple, à votre avis, avec une appli dédiée? C'est la logique, en fait, de l'usine à gaz qui était devenue iTunes, où les EDQ et toute l'équipe du logiciel a décidé de différencier chaque utilisation. Au début du lancement d'iTunes, sa force c'était de concentrer en un seul endroit la lecture, la numérisation des CD et puis l'interface avec l'iPod. Apple a rajouté au fur et à mesure tant de fonctionnalités qu'il a fallu les séparer, surtout pour des écrans aussi petits que ceux de l'iPhone ou de l'iPad. Donc, s'il y a une fonction importante qui est implémentée, elle mérite, elle se doit d'être dans une application dédiée. C'est la logique du début du lancement des applications. There's an app for that. Il y a une application pour ça, absolument, pour chaque fonction. Est-ce que Roland, ça correspond aussi à la montée en puissance du streaming, qui correspond également à la permanence des réseaux, que ce soit en Wi-Fi, qui sont maintenant un peu partout, ou les réseaux haut débit, voire très haut débit, les 4G, qui permettent d'utiliser des choses c'est l'équivalent du cloud pour les données et pour le travail. Là, c'est la consommation de médias, même si j'aime pas ce mot. Les réseaux en permanence permettent de décharger la mémoire de l'ordinateur des contenus pour les mettre dans le nuage. Ouais. Là, ça sera le nuage d'Apple. Roland, vous êtes un peu notre grand témoin du jour. Est-ce que vous écoutez de la musique en streaming, ou est-ce que vous êtes toujours peut-être avec votre bibliothèque de CD à la maison? Alors, j'écoute très peu de musique en streaming. J'ai beaucoup de disques et j'ai beaucoup de fichiers en fait. Mais c'est la plupart de la musique que j'écoute. Parce que pourquoi Vous n'êtes pas abonné à Deezer ou Spotify ou des services comme ça? Non, pas du tout, parce que pour moi, écouter de la musique, c'est un acte volontariste. Je fais rarement quelque chose d'autre en même temps. Ouais. Donc du coup, si je me dis tiens, j'ai envie de ça, je vais le chercher. Et puis si j'en ai souvent je l'achète mais donc je surfe pas au niveau musical en tout cas. D'accord. Alors juste, je vous donnais une indication du classement aux États-Unis des services de streaming de musique. Voilà les positions. Donc Pandora, donc qui est un système très très américain, est leader avec presque un tiers du marché. Deuxième, iHeartRadio, et vous le voyez, iTunes Radio qui pour l'instant n'est que l'un des onglets d'iTunes, est déjà troisième et passé devant Spotify, et donc sans doute que Apple va chercher à enfoncer le clou, à passer en deuxième position pour aller chercher on va dire la première place très, très dominante de Pandora. Ce sera donc sans doute à partir d'iOS 8 dans quelques mois. Voilà les amis, on est arrivé au bout de notre première partie. On va se retrouver dans quelques instants pour évoquer le sujet qui concerne directement Roland Auzet, à savoir cet opéra à Lyon consacré en grande partie à Steve Jobs. À tout de suite.
Voilà, nous sommes toujours dans iWeek sur Watch TV en direct jusqu'à 23 h avec vos messages, vos questions sur Twitter. iWeek TV, c'est le hashtag pour nous écrire. Nous sommes toujours avec Gilles Dounès, le directeur de la rédaction de MacPlus.net, avec Grégoire Martinez, rédacteur en chef de l'Actu Techno, et avec Roland Ozet, donc metteur en scène de cet opéra dont on va parler maintenant. Roland, merci beaucoup de votre patience et de votre participation à cette émission. Voilà, c'est maintenant autour de cet opéra qui a étonné beaucoup de monde. On a appris son existence, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a quelques heures seulement. Moi, je l'ai appris hier par le biais de nos confrères de Mac Génération, voilà, qui ont mis en ligne cet article. C'est comme ça que j'ai découvert que vous étiez en pleine répétition et que vous étiez sur le point d'entamer ces représentations donc de Steve Five. Alors peut-être déjà un premier mot sur le titre de cet opéra. Alors ça n'a rien à voir avec l'iPhone 5. Oui. C'est une fiction en fait. C'est pas du tout ce qu'on pourrait appeler, comme on dit au cinéma, un biopic. C'est une fiction imaginée avec cet auteur qui est Fabrice Melchior sur les 3 derniers jours de la vie de Steve Jobs. Et en croisant dans ces 3 derniers jours, donc il fait un voyage, il décide d'aller installer le cloud à Hawaï, parce qu'il a évidemment, on a récolté dans la biographie aussi, beaucoup d'éléments sur le fait qu'à Hawaï, c'était son endroit de prédilection pour se reposer, pour plein de choses. Et donc, il décide de faire ce voyage avec la cohorte de ses Applemen, qui sont les gens qui sont de son entreprise. Billy Budd, qui est un rescapé, qui a été viré, qu'on aperçoit là, un petit peu plus haut, qui est un rescapé de l'entreprise et puis qui finalement recroise le chemin de Steve Jobs et le suit. Et puis son cancer. Et puis finalement, en voulant aller à Hawaï, dans la fiction, justement, les vapeurs de la fin de sa vie l'emmènent et il croise comme un personnage qui est le personnage du Henri V de Shakespeare. Et voilà. Et puis finalement, le cancer le guide, parce que c'est comme ça que la fin de la vie arrive quand on est malade, et le cancer le guide à la fin de sa vie et le ramène chez lui à Palo Alto. Voilà. Ce qui est assez étonnant quand même dans votre projet, c'est un peu le mélange des genres quand même, parce que vous êtes le croisement entre Henri V et Steve Jobs, il fallait y penser. D'abord, c'est très largement indiqué dans la biographie officielle de Isaacson, qui compte, je crois, dans les premières pages, ou en tout cas à un moment donné, il cite la relation de Steve Jobs sur la question du génie de l'invention. Le parallèle est assez simple, c'est que les deux hommes ont eu pour idée la notion d'anticipation. Le fameux slogan de Steve Jobs qui a inventé nos nécessités de demain est en vis-à-vis avec celui du Henri V dans Shakespeare qui invente simplement le système d'arbalète pour aller frapper les ennemis avant le corps à corps. Et du coup, les deux anticipent dans la relation à l'autre, dans le temps. Et avec Fabrice, on s'est amusé à croiser et je suis sûr, en tout cas nous artistes, on peut se l'imaginer, que pour Steve Jobs, l'idée de l'anticipation à travers le génie de l'invention était sans doute un élément qui faisait partie de sa vie, avec ou sans connaissance de la pièce de Shakespeare, évidemment. Oui. Qu'est-ce que ce mélange donne on a vu quelques images là pendant que vous parliez, mais qu'est-ce que ce mélange donne une fois que toutes ces disciplines artistiques finalement sont réunies et ce mélange de modernité et de grande histoire finalement. Oui, mais alors tout ça est tricoté de manière très, très savante et c'est un fil qui se déroule. On n'a pas comme ça de saut dans le temps où on se demande où on est, etc. etc. C'est que on reconnaît, enfin, c'était le souhait aussi avec Fabrice, on reconnaît, j'allais dire, le souffle de la vie de cet homme, de ce qu'il a imaginé, de ce qu'il a construit, son rapport à la stratégie
il y a une chose que je peux rajouter aussi, Steve Jobs et Henry V utilisent sans doute le même vocabulaire, à travers le vocabulaire de la stratégie, de la diplomatie, de la guerre, de la tactique et de la guerre économique pour l'un et de la guerre tout court pour l'autre. Et donc tout ça offre un fil très, très souple de voilà, on est dans le réel, imaginons aujourd'hui, on est dans le réel, voilà, il décide de partir, installer son clade à Hawaï, et puis à un moment donné, il a comme ça un étourdissement, il croise le chemin comme un rêve d'Henri V, et il finit par mourir. Voilà. Donc c'est très simple. Gilles et Grégoire, est-ce que vous avez été étonnés d'apprendre que cet opéra se montait? Oui. Et alors, tout d'abord, je voudrais dire que le rapprochement du point de vue militaire, je me suis fait souvent la réflexion en ces 10 dernières années, en voyant Steve Jobs se comporter vis-à-vis de la concurrence et dès le début où il était Apple représentait quantité négligeable et voir comment il manœuvrait, je me suis dit que heureusement qu'il était né dans la deuxième moitié du XXe siècle et qu'il n'avait pas été un général d'un pays totalitaire. Parce que bonne remarque. Il était extrêmement habile. Ouais. Mais ce qui m'a étonné, c'est poser question, c'est quel genre musical allait être adopté pour cet opéra. Ouais. D'autant que Steve Jobs était un des tenants et un des piliers de la contre-culture. Ouais. C'est une très bonne question. Quelle est la tonalité musicale justement de cet opéra, Roland? La tonalité musicale, donc c'est, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, donc mon métier, c'est de mettre en scène des ouvrages de théâtre et musique ou d'opéra, et j'écris moi-même la musique. Je suis avant tout compositeur, puisque ma formation première, c'est celle-là. Je suis issu du cursus de composition et d'informatique musicale à l'IRCAM. Donc c'est aussi mon travail, c'est d'écrire des pièces de musique ou de théâtre musical ou d'opéra qui comportent ce lien entre les instruments et l'électronique. C'est aussi pour cela que j'ai choisi ce thème, c'est-à-dire que je cherchais pour l'écriture de cet opéra et de la relation électronique-acoustique une thématique où l'idée de la relation à l'électronique puisse être comprise dans une dimension dramaturgique. À partir du moment où on raconte cette histoire, même imaginaire, inspirée de la vie de Steve Jobs, la présence des sons électroniques et la présence à des moments donnés d'une forme de pulsation qui est inspirée du rock, mais issue de la contre-culture, trouve un terrain dramaturgique et me permet de la développer. Et peut-être un peu plus que si j'utilise un sujet quelconque ou, je ne sais pas moi, un dresseur d'animaux ou je ne sais pas quoi, ou la présence ou n'importe quoi. Enfin bref, en tout cas, dans l'idée de cette relation à l'électronique et la biographie de Steve Jobs, il y a une cohérence. Et le genre musical, après, c'est difficile à dire, mais c'est le mien. Alors, vous savez quoi, je m'inscris vraiment, en fait, ce qu'on pourrait, en résumé, être dans le courant de la musique dite moderne, c'est-à-dire issue entre une forme de musique électronique et une musique moderne pour orchestre. Alors justement, sur ce sujet, Roland, je vous propose qu'on écoute Philippe Forget, qui est donc à la direction musicale de cet opéra. Ça fait partie justement de cette vidéo dont on a vu des extraits il y a quelques instants. C'est bien d'avoir des terrains pour expérimenter des choses. On n'est pas sur du répertoire traditionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors on va chercher, voilà, c'est de la mixité au niveau des esthétiques, c'est des recherches sonores, c'est des recherches visuelles, et je trouve très très bien qu'une maison comme l'Opéra National de Lyon se prête à ce jeu et se donne les moyens d'essayer des choses qui ne sont pas encore ce qu'on peut appeler du répertoire. Voilà, en clair, c'est ambitieux. Est-ce que vous avez conscience que vous allez crouler à la fois sous les louanges et sous les critiques de ceux qui ne vont pas comprendre votre démarche, peut-être? Oui, de toute façon, ça fait partie du métier. Quand on est créateur, finalement, qu'on crée des spectacles, qu'on invente, qu'on soit auteur, compositeur, metteur en scène, fabricant de bijoux, de je ne sais pas quoi, on s'expose de fait, voilà. Il suffit d'être, je crois, toujours convaincu, sincère
est porté et développé porté par ses projets, par ses utopies évidemment, et le faire avec beaucoup de sérieux, sans se prendre au sérieux. Et dans ça, de ce que j'ai découvert de Steve Jobs, alors j'aimerais bien parler avec vous qui le connaissez, qui connaissez sans doute mieux la biographie que moi. Eh bien justement, inverser les rôles, poser des questions à Gilles et à Grégoire. Oui, c'est ça, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que quelqu'un qui vous dit voilà, j'ai envie d'écrire un opéra sur Steve Jobs avec l'idée de ses 3 derniers jours et de son vis-à-vis avec le génie de l'invention, vous lui diriez quoi? C'est pas facile comme question, mais quand on lit la biographie, quand on lit la biographie de Jobs, on a du mal à imaginer, je pense, une retranscription en opéra. Enfin, c'est bizarre, mais je pense que la première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est mais il est fou. Parce que on a vraiment pas. Enfin, moi en tout cas, quand j'ai lu la biographie, j'ai absolument aucune idée de comment retranscrire ça en un opéra. Alors en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'appuyant sur le cinéma, on n'a pas fait un biopic. C'est-à-dire qu'on ne prend pas Steve Jobs à un moment donné et on avance et on se dirige vers la fin. On imagine à partir de son idée d'aller installer le cloud à Hawaï la fin de sa vie. Donc, et à travers ce cheminement, ce road movie un peu comme on peut dire, on dépeint et on articule un certain nombre d'événements qui sont très représentatifs de sa personnalité et du reste de sa vie. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question, par exemple pour Gilles, ou est-ce que vous voulez lui poser la même peut-être? Oui, si déjà il a une réponse à celle-là de question, sinon je peux lui en poser une autre. Gilles alors d'abord. Là, d'abord, je ne pensais pas. Ça me paraît antinomique. Justement, je parlais de contre-culture tout à l'heure. Et l'opéra symbolisant quelque chose d'extrêmement formalisé et un petit peu antinomique avec ce concept de contre-culture. À ceci près que le rock des années 70, la fin des années 60 et du début des années 70, a voulu se l'approprier et a fait des choses assez intéressantes, comme alors je pensais tout à l'heure à Jésus-Christ Superstar, dans la mesure où l'iPhone avait été décrit à son lancement comme le Jesus Phone, dans la mesure où il n'arrivait jamais. Il était promis pendant 6 mois et au fur et à mesure que l'attente était plus... on arrivait au bout du délai qu'avait annoncé Steve en janvier 2007, qu'on arrivait au mois de juin 2007, les gens attendaient l'iPhone donc comme le Messie. Bon, ça c'était pour le clin d'œil, mais le rapprochement fait sens si on pense à des choses comme qu'ont pu proposer les Who, ouais. ou à R, ou à Jésus-Christ Superstar. Donc, est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là, de moins structuré encore? Je sais pas. Oui, alors c'est intéressant ce que vous venez de dire sur la première partie de votre réponse, sur le vis-à-vis de la contre-culture et de l'opéra. Quand on fait ce métier de compositeur et de metteur en scène que je fais, on souffre d'une chose principalement, c'est que les maisons d'opéra nous sont majoritairement fermées. À peu près 90% des répertoires des maisons d'opéra sont issus entre le 16 et le 19e siècle. Pour vous donner un vis-à-vis très simple, on fait une petite minute culturelle. Les metteurs en scène ont 40 centres dramatiques nationaux en France, les chorégraphes à peu près 25 centres chorégraphiques, c'est-à-dire qu'ils sont des outils des maisons pour penser la création artistique dans le champ du théâtre et de la danse. Les compositeurs n'ont pas les équivalents. Donc, les maisons d'opéra qui sont censées être les maisons de musique nous sont majoritairement fermées à quelques exceptions près. Et l'exception, elle est à Lyon, puisque l'Opéra de Lyon est producteur de ce projet. Donc, c'est bien qu'il instaure, en la présence de son directeur Serge Dorny, la demande de pouvoir
ouvrir les portes, franchir les limites et peut-être rentrer dans ces éléments qui sont ceux de la philosophie de cet homme. C'est comment à partir de cette idée d'inventer des choses, d'être pertinent avec soi-même et l'avenir, on peut essayer, nous, compositeurs, se prendre cette philosophie, prendre cette énergie, et puis enfoncer les portes de la chose qui historiquement et socialement nous est fermée. Et je trouve qu'il y a un double usage. Il y a un opéra, évidemment, où Jobs nous sert parce que ça nous sert comme locomotive de civilisation, et ça nous sert comme locomotive personnelle et culturelle pour dire, voilà, les compositeurs aujourd'hui ne sont pas des imbéciles, ils sont des êtres pensants comme les autres. Ils peuvent imaginer par le prisme de la musique des ouvrages qui peuvent, avec le public et des musiciens d'aujourd'hui, parler à des gens d'aujourd'hui. Voilà. Ouais, j'ai une question pour vous, Roland. Qui va être le public, à votre avis, de ces représentations là, à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine? C'est ce qu'on appelle le tout public, en fait. Ouais. Les 4 représentations sont quasi pleines, donc on a un public de théâtre. En fait, le Théâtre de la Renaissance est un théâtre pluridisciplinaire. On y voit du théâtre de la danse et du théâtre musical, etc. Donc voilà, c'est ce public-là, c'est le tout public, des jeunes. Il y a aussi, je pense qu'il y a un grand patron d'opéra qui est décédé récemment, qui est Gérard Mortier, qui a été directeur de l'Opéra de Paris, puis de Madrid, etc. Et il disait l'opéra n'a pas le public qu'il mérite. Et ça rentre typiquement dans ce que vous venez de dire. Je pense qu'il est temps de changer le visage de l'opéra. Et je pense que Steve Jobs, s'il était vivant, aurait pu et a sans doute croisé, et de ce que j'ai perçu dans la biographie dans son rapport à la musique, pu imaginer qu'on puisse un peu enfoncer les portes de cette chose qui est, pour plein de mauvaises raisons, fermée aux vivants. Alors, je peux vous dire que si on était à Lyon, on viendrait tous avec plaisir. Est-ce que vous avez prévu de faire tourner cet opéra ou pas? Cet opéra tournera dans ce qu'on appelle dans la saison 15-16, entre le mois de septembre 15 et le juin 16, c'est-à-dire pas la saison prochaine, mais celle d'après. Ça croisera les villes que sont sur l'ouest, Angoulême, Bordeaux, Limoges, Chambéry, Mélan, Grenoble, et puis Paris sans doute, puisque c'est une coproduction avec l'IRCAM Centre Pompidou, et qu'on est en train d'imaginer une reprise du spectacle à Paris. Voilà. Et ce serait quand à Paris? Vous avez une idée de date? Je ne saurais pas vous dire là, sans doute dans l'automne, donc dans l'automne de l'année 15. C'est-à-dire dans la partie entre septembre et décembre 15. Dans 1 an et demi, quoi, à peu de choses près. Ah, c'est ça. Vous savez, c'est aussi ça, c'est que l'opéra fait beaucoup par anticipation, en fait, les programmations, voilà. Ok, Roland, merci beaucoup. Et il nous reste une dizaine de minutes. Si vous voulez rester avec nous, vous êtes le bienvenu. Oui. Je vous accompagne. Allez, formidable. Alors, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de l'actu Apple de la semaine avec donc Gilles Blounès, Grégoire Martinez et Roland Auzet qui nous fait l'amitié de passer cette heure avec nous. Merci et à tout de suite. Voilà, iWeek suite, il nous reste une dizaine de minutes avant de clore ce numéro 12 d'iWeek. On va continuer à aborder l'actu de l'écosystème Apple, puisque c'est notre sujet de prédilection ici. Mes chers amis, vous n'étiez peut-être pas à Genève au salon de l'auto qui ferme ses portes dans 48 heures, mais vous savez évidemment qu'Apple a profité de cet événement pour annoncer l'arrivée de CarPlay. Gilles, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce que c'est que CarPlay? Simplement, c'est la bulle... la bulle qu'on pouvait avoir avec un iPhone ou un iPod autour de ses oreilles s'agrandit et occupe maintenant l'habitacle de votre voiture ou de votre la voiture ou du monospace ou ce que vous voulez, quoi. Voilà. Alors bon. Oui, de la voiture. Mais alors, bon, à Genève, pas n'importe quelle voiture. Vous avez sans doute vu cette vidéo qu'on a repérée sur le site Belgium iPhone. Bon, c'est une Ferrari en l'occurrence. Heureusement, il y a d'autres constructeurs qui sont concernés. Alors,
La liste est impressionnante, mais moi, elle me fait un peu de peine parce que je vais vous lire les constructeurs. Hein. BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Mitsubishi, Nissan, PSA, Subaru, Suzuki, Toyota, Mercedes, Volvo, Ferrari. Il n'y a pas Renault. Il n'y a pas Renault. C'est étonnant parce que, je ne sais pas si tu te souviens de l'anecdote, la première réflexion par rapport de l'iPod à l'époque par rapport à la voiture a été posée par le PDG de Renault en 2003-2004 et l'intégration de l'iPod, de la musique, l'écosystème musical Apple a été posée donc par les Français, par Renault, en demandant une interface spécifique à Steve Jobs, qui a dit avec son sens pratique habituel, vous prenez une perceuse, vous faites passer le fil dans la boîte à gants et vous mettez l'iPod dedans. Oui, c'est sûr. Bon, là, la CarPlay, ça va un peu au-delà de ça, puisque le iOS 7.1 d'ailleurs est la première version compatible, et donc vraiment les appareils communiquent avec l'électronique de la voiture. Ça va bien au-delà du simple branchement. Hein. C'est un peu le résultat de la réflexion qui avait été menée par un certain nombre d'utilisateurs au lancement du Mac Mini, où le Mac Mini était intégré à la voiture et servait d'électronique de bord. Ouais. Vous écoutez de la musique en voiture, Roland ? Non. Non. Ah, c'est bien. Non, parce que non, vraiment, je suis vraiment un très mauvais client avec la musique, ou alors un bon client, c'est-à-dire quand j'écoute de la musique, je fais rien d'autre. Ouais. Ça, je vous comprends. Ouais. Donc, je n'écoute pas la musique ni dans la voiture ni dans la cuisine. Quand j'écoute la radio, c'est pour écouter des infos ou des trucs comme ça. Bien sûr. Grégoire, est-ce que vous avez rencontré Steve Jobs, un d'entre vous? Alors moi non. Non, je l'ai eu au moment où la préparation d'un bouquin qui a 10 ans maintenant sur l'iPod, justement. J'ai eu un échange de mails assez bref, dans la mesure où au fin fond du web, j'avais trouvé la fameuse photo où il est avec Woz en train devant la plaque imprimée de l'Apple 1. Woz, c'est Steve Wozniak, la permission d'utiliser la photo en lui demandant l'historique, et il m'a répondu par une autre question: où avez-vous trouvé cette photo? Et après lui avoir donné la réponse, je n'ai plus eu de nouvelles. Ça s'est résumé à ça. Moi, je l'ai croisé plusieurs fois, mais j'ai juste eu la possibilité de lui poser une fois un jour une question lors d'une conférence de presse qui avait lieu porte de Versailles, au sous-sol, dans une salle qui avait été aménagée pour une petite conférence de presse. C'était la veille ou le jour de l'ouverture d'Apple Expo, quand ça avait encore lieu à Paris. Il y avait d'ailleurs Tim Cook et Phil Schiller sur les tabourets à côté de part et d'autre de Steve Jobs. Et c'était en 2002, puisque je venais de lancer un hebdo consacré à l'actu Apple qui s'appelait Mac Info. Et j'avais fait déposer un sac à l'hôtel de Steve Jobs avec un t-shirt, le premier numéro de Mac Info et un goodie, je ne sais plus lequel. Et donc le lendemain, j'étais à la conférence de presse et je me suis identifié comme Mac Info. Apparemment, il avait reçu le colis. Et je lui avais demandé quand les iPods, quand le Bluetooth allait arriver sur les iPods. Voilà. Parce que je rêvais d'avoir des écouteurs sans fil. Et il m'avait répondu que pour des questions de batterie, c'était pas envisageable à court terme. Voilà. D'accord. Voilà. Et voilà. Bon. Pourquoi la question ? Oui, pourquoi la question ? C'est une bonne question. Non, parce que évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur à la fois la biographie, puis rêvé, puis composé, mis en scène, etc. Donc, pour moi, Steve Jobs, il n'existe pas en fait. Je me le suis inventé. Et je me suis inventé un Steve Jobs à moi, et je m'en suis fait un opéra. Voilà.
Et alors, voilà, je glane des informations à droite à gauche sur. Au fait, auriez-vous rencontré Steve Jobs? Et finalement, je rencontre très peu de gens. Si ça se trouve, il n'a pas existé, en fait. Si. Mais pour l'avoir pris en photo, j'ai quelques photos. Vous l'avez croisé. Donc vous êtes il a existé. Bon, il y a plein d'autres sujets que je voulais qu'on aborde ensemble, les amis. Bon, on va juste les évoquer parce qu'il nous reste à peu près, il nous reste 2 minutes. D'abord, vous dire que Apple et Samsung ont fait appel du fameux procès californien. Va donc y avoir un nouveau procès, sachant qu'il y a un deuxième procès qui démarre à la fin du mois de mars. Donc il y a encore au moins 2 procès à venir entre Apple et Samsung. J'ai appris d'ailleurs en lisant un article, parmi tous les frais liés à ces procès, il y en avait pour 1 500 000 $ de photocopies. Voilà, c'est assez colossal. Je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre passer. L'autre grand sujet, évidemment, de la semaine, c'est les grandes manœuvres autour de la vente de SFR, puisque vous savez que Free et Bouygues Telecom se sont mis d'accord pour essayer de barrer la route à Numéricable. 1 minute quand même. Grégoire, je crois que tu as eu des infos de Bouygues. Qu'est-ce que ça va changer pour les iPhones ? Oui, alors en préparant cette émission, on avait discuté un peu effectivement de ce qu'allait changer le rachat de SFR pour les iPhones. Et aujourd'hui, l'une des particularités de Bouygues Telecom sur la connexion de l'iPhone, c'est la possibilité d'avoir la 4G avec l'iPhone 5. Et on sait que si jamais Bouygues Telecom arrive à racheter SFR, il vendra son réseau à Free Mobile. Et donc j'ai essayé de contacter Bouygues Telecom pour en savoir plus sur ce qu'allait devenir la connexion 4G de l'iPhone 5 sur les réseaux mobiles après cette revente. Et donc Bouygues Telecom m'a répondu, on a une réponse officielle. Donc si vous voulez, en fait, Bouygues va vendre toutes ses antennes à Free Mobile, mais pas toutes ses fréquences. Ce qui veut dire qu'il va apporter des fréquences, il va apporter une partie de ses lots de fréquences au nouvel ensemble qui serait créé avec SFR, ce qui lui permettrait donc de proposer dans ce nouvel ensemble la connexion 4G pour l'iPhone 5, mais Free en disposerait également. Donc on se retrouverait avec 3 anciens opérateurs, SFR, Bouygues et Free, proposant cette connexion, et Orange qui ne l'aurait toujours pas. Une rétrocompatibilité. Oui, c'est ça. Ok Grégoire, merci beaucoup pour cette info de fin d'émission. Il est l'heure de nous quitter. Je voudrais remercier à nouveau Roland, OZ d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. À vous. On vous souhaite beaucoup de succès avec cet opéra. Rendez-vous demain, à partir de demain soir, au Théâtre de la Renaissance d'Oulin, donc au sud de Lyon. Merci beaucoup Gilles, merci Grégoire. C'est à toi. À la semaine prochaine pour iWeek, 22h, 23h, en direct sur Watch TV. Merci à tous et à la semaine prochaine.